Notre affaire prend place à Westminster, dans l'État du Colorado. On est plus précisément dans la partie centrale du pays. La ville a connu la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle. Westminster est une ville relativement importante, comptant un peu plus de 100 000 habitants. Leah Porter est née le 29 décembre 1994. Elle est la fille de René Jackson. Concernant son père, on n'a pas plus d'informations que ça. Je vais donc partir du principe qu'il n'est pas ou plus présent dans sa vie. Par contre, elle a un frère aîné qui s'appelle Max. Leah grandit dans la ville de Cotopaxi. Max et Leah sont très proches l'un de l'autre. Ils se considèrent comme les meilleurs amis du monde. Dès l'enfance, Leah a un tempérament artistique. La petite fille aime se déguiser et créer des spectacles. Et elle veut toujours que son frère l'accompagne lors de ses représentations. Leah a une personnalité solaire et un sens de l'humour très développé. Même en grandissant, Max et Leah se quittent à peine. Ils évoluent dans des cercles amicaux similaires, ce qui ne les gêne en rien. Les chemins du frère et de la sœur finissent pourtant par se séparer. Max était plus âgé. Il obtient son diplôme de lycée et décide de poursuivre sa scolarité. Il se rend à l'université dans le but d'étudier la massothérapie. Frère et sœur ne se voient plus comme avant, mais Max conserve le rôle de modèle aux yeux de sa sœur. Leah s'intéresse à ses études et envisage même de faire le même parcours. Elle voulait tout simplement suivre les traces de son frère, et c'était aussi, je pense, le moyen de rester très proche de lui. Parce que je vous le rappelle, ils étaient très fusionnels. Je trouve ça toujours aussi beau de voir un frère et une sœur aussi soudés. Ouais. C'est beau. Et vous, est-ce que vous avez un frère ou une sœur que vous aimez par-dessus tout? J'aimerais bien savoir dans les commentaires. Ouais, parce que la famille c'est très important. Bref, je suis en train de me dissiper, on se reconcentre sur l'affaire. La jeune femme termine ses études secondaires au Florence High School de Cotopaxi. Suite à l'obtention de son diplôme, Leah prend la route de l'université. Comme son frère, elle se dirige vers la massothérapie. À partir de là, Leah se sent bien. Elle commence à lier de nouvelles amitiés, puis elle retrouve son frère sur le campus. Max reprend le rôle de frère protecteur qu'il possède depuis l'enfance. Ce n'est pas une situation dérangeante pour lui, puisque frère et sœur s'aiment beaucoup. Cependant, le parcours universitaire de Max s'achève. Le jeune homme est prêt à débuter dans la vie active, et il souhaite également voir ailleurs. Max se trouve un emploi sur la côte ouest du pays et déménage en Californie. Ici, c'était un déchirement pour Leah. Elle était très attachée à son frère et une fois de plus, elle devait s'en séparer. Quand tout ça va se produire, elle est âgée de 19 ans. Le comportement de la jeune femme commence à changer. Elle est déprimée, maussade, ce qui se remarque rapidement. René, sa mère, remarque cette nouvelle attitude, mais elle ne peut rien faire pour sa fille. La séparation de Max est terrible, mais elle ne peut une fois de plus rien y faire. C'est là que Leah bascule progressivement dans la drogue. Elle commence d'ailleurs à fréquenter des personnes peu recommandables. Parmi elles, Jesse Mine, un homme âgé de 38 ans. Il exerce la profession de tatoueur. Et ici, nous ne savons pas de quelle manière la rencontre intervient. Je suppose par le biais d'une soirée peut-être. C'est souvent de cette manière que des personnes de divers milieux parviennent à se mélanger. Leah et Jesse se plaisent et une relation va naître. Mais l'homme est lui-même consommateur, ce qui n'arrange rien. Leah et son petit ami peuvent désormais consommer ensemble. La jeune femme ne garde pas son addiction secrète aux yeux de ses proches. Comme elle est en contact journalier avec son frère, elle lui parle de son quotidien. Les substances en font désormais partie. Bah putain, si moi j'avais dit à mon grand frère que je consommais des substances, je peux vous dire que... bref, passons. Attendez, pour les plus malicieux, je ne consomme pas de substances, c'était pour l'exemple. Voyons, quand même. Contre les substances, quand même. Je vous vois. Je vous vois ceux qui en consomment. Hein? Il faut arrêter, les addictions c'est jamais bon. C'est jamais bon. Bref, arrêtons de faire les cons. Et je reprends. Les substances c'est pas bon du tout. Reprenons. Comme je disais, la jeune femme parle de son addiction avec son frère. Le jeune homme ne peut pas surveiller sa sœur, qui désormais est à plusieurs heures de route. Il la met en garde concernant les dangers de ce qu'elle fait. Max fait son possible pour demeurer présent dans la vie de sa sœur, malgré la distance. L'étudiante délaisse progressivement les cours. Elle se rapproche davantage de Jesse. Les sentiments amoureux sont intenses. Leah est d'ailleurs prête à tout pour vivre pleinement sa relation. Elle décide de tout plaquer pour lui. La jeune femme prend la décision d'abandonner ses études, mais pas seulement. Jesse et elle emménagent ensemble dans un appartement à Denver. Ce choix ne fait pas l'unanimité auprès de ses proches.
René, la maman et Max font part de leur inquiétude, sans que cela ne soit un grand succès aux yeux de Léa. Max est désemparé, il ne peut rien faire pour empêcher sa sœur. Léa a désormais plus de liberté pour consommer des substances. Le jeune homme a beau tenter de raisonner sa sœur, rien n'y fait. Ici, il faut se le dire, c'est hyper triste. Quand tu as un membre de ta famille que tu aimes par-dessus tout qui sombre de la sorte, ça fait de la peine. T'as beau lui dire ça, fais attention, fais pas ça, ça sert à rien. Si la personne ne veut pas changer de elle-même, elle ne changera pas. On imagine à quel point ça devait être difficile pour son frère de la voir comme ça. Il a dû faire tout son possible pour aider sa sœur. Mais avec la présence de Jessie à ses côtés, cela relève de l'impossible. Léa est en couple et vit avec un homme qui a près de 20 ans de plus qu'elle. Son comportement a radicalement changé depuis le départ de Max. La relation avec son frère n'est plus celle qu'elle avait connue. Max n'est pas le seul à voir Léa sombrer. Elle a quelques amis qui sont attristés et impuissants face à la situation. La jeune femme prend un peu ses distances, se réfugiant davantage dans sa relation amoureuse malsaine. La vie de couple n'est pas toute rose. L'un et l'autre, ensemble, ne parviennent pas à se sortir de la dépendance. Au bout d'un certain temps, Jessie sent que la relation ne peut plus durer. Le tatoueur a pour projet de changer de vie. Il souhaite déménager dans le Maryland, à l'est du pays. Jessie a l'intention de retourner vivre chez ses parents dans le but d'être aidé. Cependant, il n'a pas inclus Léa dans ce projet. Quand la jeune femme apprend ça, elle est désespérée face à la nouvelle. Non seulement elle perd son conjoint, mais en plus, elle va se retrouver sans domicile. Le couple vit ensemble et Léa est assez dépendante de Jessie concernant ses finances. La jeune femme vient tout juste de débuter un emploi en tant que serveuse dans un restaurant mexicain. Léa ne comprend pas et tente de faire entendre raison à son petit ami. Il ne peut pas la laisser comme ça. Ce n'était pas une question qu'il ne l'aimait plus ici, mais Jessie n'avait pas le choix que de s'en aller. La rupture est inévitable après seulement 6 mois de relation. Le couple décide de passer une ultime soirée dans un motel de Castle Rock le 2 juin. Léa espère sûrement profiter de ce moment seul, loin de chez eux, pour discuter encore. La décision de Jessie est pourtant ferme. L'ex-couple se quitte le lendemain devant l'hôtel et se dit au revoir. La jeune femme lance un appel sur les réseaux sociaux. Elle est à la recherche d'un toit, le temps de se remettre de tout ça. Le message de Léa va être vu par de nombreuses personnes. On lui propose un endroit où dormir temporairement. Léa prépare quelques affaires qu'elle place dans sa voiture. Il est temps pour elle de se rendre vers le domicile d'un ami de lycée. Le garçon en question se nomme Christopher Wade et il a 22 ans. L'étudiant en criminologie réside à Westminster. À partir du 3 juin 2014, les proches de Léa s'étonnent de son silence. C'est en particulier sa mère et son frère qui le remarquent. La jeune femme est toujours joignable, que ce soit par le biais de son téléphone ou des réseaux sociaux. Là, ni sa mère, ni son frère, ni même ses amis n'obtiennent de réponse à leurs messages. Le temps passe et l'étonnement se transforme en inquiétude. Léa a disparu et personne ne sait où elle se trouve. Max se renseigne sur les personnes ayant pu croiser sa sœur dernièrement. Il mène une véritable enquête auprès de ses amis. À force de chercher, le nom de Christopher Wade remonte. Des anciens camarades de Léa font des révélations surprenantes au sujet de l'homme. Christopher n'a pas une personnalité commune. Le jeune homme tient un journal intime dans lequel il renseigne de sinistres désirs. Il nourrit le fantasme d'enlever des filles. Si déjà cette information est importante, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Christopher souhaite faire de ces femmes ses esclaves. Il a le désir de faire tout ce qu'il souhaite d'elles avant de les tuer. L'homme est suffisamment confiant pour avoir parlé de ses étranges intentions. La mère de Léa, qui s'appelle René, je le rappelle, fait également des recherches de son côté. Elle parvient à se munir des factures du portable de sa fille. Léa vivait encore chez elle avant d'emménager avec Jessie. Elle était encore en études à ce moment-là, donc sa mère devait toujours régler ses factures. La maman se rend compte qu'un numéro de téléphone revient à plusieurs reprises dans l'historique. Il s'agit du numéro de Christopher Wade, un ami de Léa. La mère de Léa appelle le jeune homme afin de savoir s'il sait où se trouve Léa. Elle sait que l'homme est probablement la dernière personne à l'avoir vu. Christopher le confirme. Cependant, il déclare que Léa est partie tard dans la nuit. Elle a reçu un message et une camionnette blanche l'a récupérée devant chez lui. René se méfie de l'individu. Elle ne connaît pas vraiment Christopher. La mère de Léa sait que sa fille a fait sa connaissance au lycée.
Une amitié naît, mais Christopher espère certainement davantage. René et Max ont observé les messages du jeune homme sous les publications Facebook de Léa. Christopher ne ressemble pas aux autres amis de Léa. Il se montre très présent dans sa vie. Léa ne semble pas remarquer que son ami espère une évolution dans leur relation. La police est prévenue par René la maman et son fils. Tous les deux ont l'intuition qu'il est arrivé quelque chose à Léa. À force de chercher, ils en sont venus à la même conclusion. Christopher est très louche dans cette histoire. Il est la dernière personne de son entourage à l'avoir vu. Il est nécessaire de l'interroger rapidement. La police entend l'inquiétude de la famille de la disparue. Des agents sont envoyés au domicile de Christopher Wade afin de lui poser quelques questions. Christopher est entendu par la police. Le jeune homme a bien reçu la visite de son ami le 3 juin. Il révèle des informations supplémentaires, éléments qu'il n'a pas transmis à René. Les deux amis se sont rendus au marché de Boston pour s'acheter à manger. Ils rentrent ensuite chez Christopher et passent le temps à jouer à des jeux vidéo. Léa reçoit finalement le message qui provoque son départ. Elle va partir sur les coups de 23 heures. Christopher la voit monter dans un camion de couleur claire juste devant chez lui. Suite à tout ce qu'il va raconter, les enquêteurs sont perplexes face à ses explications. Ils ne comprennent pas pourquoi Léa serait montée dans un autre véhicule que le sien. Pourtant, les agents n'ont pour le moment aucune raison de douter de la parole du témoin. Le jeune homme répond aux questions et se montre coopératif. Et il a l'air inquiet aussi concernant la disparue. Christopher poste régulièrement des messages sur Facebook la concernant. Il souhaite aussi qu'elle soit retrouvée. En faisant le tour du secteur, les agents de police identifient le véhicule de la disparue. Il est garé sur un parking de Federal Boulevard. Il n'a pas bougé depuis le 3 juin. Le coffre renferme de nombreuses affaires en rapport avec l'université. Il n'y a cependant aucune trace de son téléphone ou de ses papiers d'identité. Aucune trace ADN ne révèle quoi que ce soit. Le véhicule a été laissé à l'abandon. Le premier cercle de la jeune femme est interrogé. La mère, le frère et les amis de Léa témoignent tous. Max et sa mère ont tenté de joindre Léa à plusieurs reprises, mais elle ne donne aucun signe de vie. Jesse, le petit ami, voire même l'ex-petit ami de Léa, est entendu à son tour. Il révèle aux enquêteurs que le couple venait tout juste de rompre. Le trentenaire ne s'est pas étonné de ne recevoir aucune de ses nouvelles. Toutefois, il a trouvé étrange qu'elle demeure silencieuse. Jesse a su que Léa ne s'était plus manifestée depuis 1 ou 2 jours, par le biais de son frère. Max, faisant le tour de ses proches de sa sœur, s'est naturellement tourné vers Jesse. Le frère de Léa lui demande où se trouve la jeune femme. Jesse est incapable de répondre et il comprend directement que ce n'était pas normal. Il connaît la relation qu'entretiennent Max et Léa. Ils se parlent tous les jours. La dernière fois qu'il a vu Léa en vie, ils se trouvaient tous les deux devant un motel de Denver. Tristement, l'ancien couple se faisait ses adieux. En parallèle des investigations de la police, les proches de Léa se mobilisent. Une page Facebook nommée « Aider à retrouver Léa Porter » est ouverte. Les amis et la famille de Léa y publient régulièrement des messages. Chaque piste compte pour retrouver la jeune femme. À ce moment précis, Max a une idée derrière la tête. L'interrogatoire de Christopher n'a mené à rien et il ne souhaite pas laisser tomber cette piste. Le frère de Léa se rapproche de Christopher. Rien d'étonnant en vérité, car les deux hommes se connaissaient. Ils ont fréquenté le même lycée et ils ont des relations communes. Une forme d'amitié voit le jour. C'est ainsi que Max découvre la passion de Christopher pour le tarot. Après plusieurs rencontres, le frère de Léa fait une demande à son nouvel ami. Il souhaite que Christopher lui tire les cartes. Christopher ne se méfie pas des intentions de Max. Il accepte cette proposition. Max, un ami et Christopher se retrouvent à cette occasion. Au cours de la soirée, Christopher se laisse aller à quelques confidences. Le jeune homme ne l'a pas dit à la police, mais Léa et lui ont eu des relations intimes le 3 juin. Cela s'est passé juste après être rentré du marché de Boston. Après ça, Léa lui a demandé de l'argent pour s'acheter des substances. Christopher refuse, ce qui provoque la colère de son ami. Elle a alors saisi un couteau et menacé Christopher avec. En tentant de se défendre, il a malencontreusement étranglé Léa. Christopher pensait que son amie était seulement inconsciente, mais Léa n'est jamais revenue à elle suite à son geste. Quand il entend ça, Max est hors de lui. À ce moment-là, cela fait 9 jours que Léa a disparu et que tout le monde la cherche. Le jeune homme vient enfin d'apprendre ce qui s'est passé. Sa sœur a été tuée. Max se jette sur Christopher et lui colle plusieurs coups de poing. C'est son ami qui est obligé de séparer les deux individus.
Après son acte violent, le frère de Léa révèle avoir enregistré les aveux. Christopher assure qu'il va aller se dénoncer, mais son ami ne le croit pas. Max contacte le 911 afin que le meurtrier se dénonce directement. Il voulait être présent pour l'entendre. Christopher, au pied du mur, ne peut qu'admettre avoir commis un meurtre à l'opérateur du 911. J'ai pu lire que c'était Jessie, l'ex-petite amie de Léa, qui a accompagné Max. L'ami de Max pourrait donc être Jessie, et pas une personne extérieure qu'on ne connaît pas. L'opérateur fait la transmission de l'appel à la centrale de police. Une voiture de patrouille débarque sur les lieux. Christopher est conduit au poste de police pour un interrogatoire. C'est ici qu'il exprime pour la 3e fois avoir tué Léa. Suite à ses aveux, l'homme est mis en état d'arrestation. Ce que les proches ne savent pas, c'est que la police a enquêté sur Christopher suite à son premier témoignage. Suite à l'obtention de son diplôme de lycée, Christopher entre dans l'armée, mais le jeune homme est renvoyé pour un motif assez troublant. Il a parlé avec des psychiatres de l'armée. Pendant ses confidences, Christopher révèle s'être introduit chez une fille alors qu'il était au lycée. Il souhaitait agresser sexuellement cette fille avant de la tuer. Cependant, il ne sait pas qu'une autre personne se trouve dans la maison. Christopher s'enfuit de suite en le découvrant. Christopher raconte aux enquêteurs ce qui se serait passé le jour de la disparition de Léa. La jeune femme serait venue chez lui dans le but de lui demander de l'argent. Léa, voyant qu'elle n'obtient rien de la part de son ami, devient menaçante. Elle l'attaque avec un couteau au sein de son appartement. Christopher se défend. Alors qu'il tente de l'arrêter dans son geste, il étrangle son ami. Mais il va trop loin et la jeune femme s'effondre. Christopher l'a étranglée à mort. Il se rend compte de son geste et se met directement en tête de faire disparaître le corps. L'homme place le corps de sa victime dans un sac de sport. Il peut ainsi le déplacer sans se faire remarquer. Christopher ne va pas très loin pour se débarrasser de Léa. Il jette le sac dans une benne à ordures non loin de chez lui. Les policiers remettent en cause cette seconde histoire. Léa n'avait aucune raison de s'en prendre à son ami. Christopher lui avait proposé de l'héberger. L'histoire de la légitime défense ne semble pas tenir la route non plus. Christopher avait la possibilité de la maîtriser sans aller jusqu'à la tuer. La jeune femme est un petit gabarit. Elle ne pèse que 45 kilos, tout au plus. Les autorités ont bien du mal à croire le récit de Christopher. Ils lui demandent pour quelle raison il n'a pas contacté directement la police. Le jeune homme avait également d'autres possibilités pour se tirer de cette situation. D'après son récit, il n'a pas tenté de retirer son couteau ou de la projeter vers son lit. Cela lui aurait permis de quitter sa chambre et même la maison pour sauver sa vie. Christopher n'avait pas besoin de tuer Léa. Le suspect se contente de répondre la chose suivante. 20 sur 20. Je reconnais que c'est ce que j'aurais dû faire. On lui demande pourquoi il s'est décidé à avouer sa culpabilité que maintenant. Christopher déclare qu'il s'est fié aux cartes de tarot. Les cartes me disaient que ma culpabilité me détruirait, à moins que je ne la laisse sortir. Cette phrase est assez neutre. Et je me demande si Christopher se rend compte de ce qu'il vient de dire. Il n'a pas vraiment de remords concernant son geste. Il admet juste qu'il existait d'autres possibilités. Les enquêteurs lancent un important dispositif de recherche afin de retrouver Léa. L'identification du container les mène à s'intéresser à la décharge de Commerce City. La ville se situe à 12 km de Westminster. Après une fouille de 45 jours, des vêtements et le téléphone portable de Léa sont retrouvés. Malgré tous les efforts fournis, aucun élément n'a permis de retrouver le corps de la disparue. Sans le corps de Léa, l'instruction risque d'être un peu plus compliquée. La fouille de la maison du suspect se révèle fructueuse. Des preuves sont récoltées pour analyse, comme l'ordinateur de Christopher. Un sac de sport renferme des sous-vêtements féminins. Le suspect n'a pas de petit ami connu. Après vérification, les sous-vêtements ne peuvent qu'appartenir à la jeune femme disparue. Ils ne sont pas à sa taille, étant beaucoup trop grands. L'homme a fait le ménage avec de l'eau de javel, mais il n'a pas fait tout disparaître. Des taches de sang sont repérées sur le sol, dont une très importante sur le matelas de sa chambre. Son amie Jessie espère également la revoir un jour en vie. L'homme s'entretient avec le média CBS4 au sujet de Léa dans le mois de sa disparition. Il ne souhaite pas montrer son visage ni qu'on donne son identité au complet. Jessie déclare que sa vie est devenue terriblement sombre depuis que Léa a disparu. À ses yeux, la jeune femme était un rayon de soleil. Il la décrit comme une personne drôle, intelligente et magnifique. Elle était sur le point d'aller quelque part dans la vie. Elle avait tout pour elle. Le suspect est passionné de tarot et passe beaucoup de temps à tirer les cartes. D'ailleurs, ce sont les cartes qui l'ont poussé à avouer le meurtre de Léa face à Max. Il ne supporte plus la situation
et sent qu'il est également temps de se décharger. Il aurait également pu décider de mettre fin à sa vie, mais il prétend que l'esprit de Léa l'aurait empêché de commettre un tel acte. Son passé scolaire interroge les enquêteurs. Christopher a suivi des cours de criminologie, ce qui aurait pu l'aider à commettre son crime. Un de ses professeurs se serait exprimé à ce sujet. Il aurait supposé que son propre cours aurait permis à Christopher de modifier la scène de crime. Le 25 septembre 2015, Christopher accepte un accord de plaidoyer dans le cadre de l'affaire. Il reconnaît être responsable de la disparition et de la mort de Léa. Cela va à l'encontre de la volonté des proches de la victime. Renée, la mère de Léa, s'exprime devant le juge présidant l'audience. Elle décrit le plaidoyer de messages terribles pour nous et pour la collectivité, en minimisant l'acte de meurtre prémédité. Un accord de plaidoyer est en effet le moyen pour l'accusé de bénéficier d'une peine plus clémente. La procédure judiciaire est simplifiée. Le procès est en quelque sorte joué d'avance. La mort de Léa est qualifiée de meurtre au second degré. Je vous pose la question ici. Est-ce que pour vous c'est un meurtre au second degré ou au premier degré ? J'aimerais bien avoir votre avis. J'avoue que moi, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu perplexe. Je me dis que c'est peut-être un peu trop facile de dire que c'est un meurtre au second degré. Je sais pas, ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Il y a aussi une accusation d'exploitation sexuelle à l'encontre d'enfants qui est également portée au dossier. Lors de la fouille de son ordinateur, les enquêteurs sont effectivement tombés sur des éléments intéressants. Ceux-ci n'avaient pourtant rien à voir avec Léa, à proprement parler. Il s'agissait d'images à caractère intime impliquant des enfants. Cet homme avait de nombreux vices. Il tue une amie qui a confiance en lui et il garde des horreurs dans son ordinateur. Ici, je n'imagine pas la tête des enquêteurs. Ils viennent pour un meurtrier et il se révèle être aussi un pervers. C'est dégoûtant. Les procureurs du comté d'Adams acceptent d'abandonner les accusations de meurtre au premier degré et de falsification de témoins. La porte-parole du bureau du procureur, Sue Lindsay, fait une déclaration. L'accusé accepte une peine de prison de 48 ans. Christopher Wade est condamné pour le meurtre de Léa Porter le 6 novembre 2015. La sentence prévue dans l'accord est prononcée. Les affaires de Léa retrouvées dans la décharge ont permis à la justice de prononcer en quelque sorte son décès. D'autres éléments laissent peu de place au doute. La carte bancaire, le portable ainsi que les réseaux sociaux de Léa n'ont pas été activés après le 3 juin 2014. Christopher purge aujourd'hui sa peine au Limon Correctional Facility dans le comté de Lincoln au Colorado. Il pourra faire une demande de libération conditionnelle en 2048. Il aura alors purgé les 2/3 de sa peine. 10 ans après les faits, le mystère demeure toujours quant à la localisation de Léa. Sa mère Renée n'a eu de cesse de chercher son corps sur les routes du Colorado. Je ne peux tout simplement pas accepter le fait que je ne sais pas où se trouve ma fille. Je ne peux pas vivre avec ça. Renée poursuit sa quête en consultant des médiums. Elle fait également appel à des bénévoles pour l'aider à quadriller certaines zones. La page Facebook « Aidez-nous à retrouver Léa Porter » est toujours existante, bien qu'elle ne soit plus autant active. Le dernier message date d'août 2023. La description est simple. Elle déclare que Léa a malheureusement perdu la vie de la main de son ami de lycée le 3 juin 2014. Nous nous rendons à Rochester, dans l'état du Minnesota, vers la fin des années 1980. Là, on est vraiment dans la partie nord du pays, le Minnesota se trouvant à la frontière du Canada. Rochester se situe dans le sud, à 1 heure environ de la frontière de l'Iowa. Ici, je vais vous parler du couple Brome dans un premier temps. Paulette est née le 12 septembre 1946. Elle a été pendant plusieurs années directrice de l'école maternelle Pax Christi avant de démissionner vers l'année 1985. Elle voulait simplement passer plus de temps en famille. Ses amis la qualifient de personne généreuse, bienveillante qui donne de son temps. Bernard est né le 13 août 1946. Il a exercé la profession d'ingénieur pour la société de matériel informatique IBM avant de rejoindre l'entreprise en juillet 1968. Le couple Brome vit à Rochester depuis plusieurs années. Ils sont catholiques et très pratiquants. Paulette et Bernard sont très impliqués dans l'église Pax Christi. Joe Brome est le premier enfant du couple. Il est né le 24 juin 1969. Au moment de notre histoire, Joe a 19 ans et ne vit plus au domicile familial depuis quelque temps. Il loge chez la famille d'un ami sans que l'on sache précisément depuis combien de temps. Ses parents ne voient pas du tout d'un bon œil son évolution
Et son envol de la maison n'est pas dû au hasard. Le jeune homme est fan de musique punk rock, adoptant le style vestimentaire. Il s'habille en noir et va même mettre du eyeliner. Joe est suivi par David le 3 octobre 1971. Ce dernier est en deuxième année au lycée Lourdes catholique. Il cumule un emploi à temps partiel en plus de ses cours. L'adolescent est cuisinier, tout comme son frère aîné, au restaurant Henry Wellington dans le centre-ville. Il lui arrive également de faire du babysitting pour des voisins et aussi d'aider dans le quartier en déblayant les allées sans demander de contrepartie financière. David est un adolescent apprécié et il a de nombreux amis. Diane rejoint la fratrie le 10 avril 1974. Elle est scolarisée à l'école Saint-Pius en 8e année qui correspond à la classe de 4e pour la France. Elle doit rejoindre le lycée Lourdes où se trouve son aîné à l'automne 1988. L'adolescente de 13 ans aime la couture, le basket, l'activité de pop-up girl qu'elle pratique, ainsi que le piano. Elle est souriante bien qu'elle soit un peu timide. Et pour finir, ils vont avoir un dernier frère, Richard, qui arrivera le 25 juillet 1976. Tous ses proches l'appelleront Ricky. Il est en 5e année à l'école Saint-Pius, donc en CM2. Le garçon de 11 ans aime le football, mais ce qu'il aime encore plus, c'est de regarder les matchs à la télévision avec son grand-père. Il a également le vélo et les jeux vidéo sur son ordinateur comme passe-temps. Bernard et Paulette sont soucieux de l'éducation de leurs enfants. Ils souhaitent qu'ils restent dans le droit chemin. Ils ne veulent pas que David, Diane et Richard suivent la même voie que Joe. Les règles de la maison sont un peu plus strictes. Bernard se rapproche de David qui a 16 ans. Père et fils débutent le footing et ils passent beaucoup de temps à retaper une vieille voiture. Diane 13 ans et Richard 11 ans sont heureux et actifs autant à la maison que dans leur activité extérieure. Pour le moment, quand on entend tout ça, on se dit tout va bien, c'est une famille de ce qu'il y a de plus normal finalement. Un grand frère un petit peu rebelle avec un style particulier, des frères et sœurs et des parents un peu stricts dans la religion. Un schéma tout à fait classique, j'ai envie de vous dire. Mais ce serait un peu trop beau d'en rester là. La suite n'annonce rien de bon, malheureusement. Le jeudi 18 février, l'adjoint au shérif du comté d'Olmsted, Kevin Togerson, reçoit un appel sur les coups de 17h20. Les responsables du lycée Lourdes ont pris contact avec la police suite à une rumeur s'étant répandue dans l'établissement scolaire. Apparemment, des élèves ont laissé entendre que des élèves étaient en danger. Il fallait absolument que la police fasse un contrôle. L'adjoint Togerson dévide sa tournée et se dirige vers l'extérieur de Rochester. L'homme se gare sur des places de parking en face de la maison concernée, celle de la famille Brom. On est au mois de février et les rues de la ville sont enneigées. L'agent Togerson attend qu'un collègue le rejoigne sur place et interroge un voisin sur le quartier. Il a entre-temps repéré des traces de pneus dans l'allée de la maison, signe qu'une personne est partie un peu plus tôt dans la journée. L'adjoint Mike Braley a finalement rejoint l'agent Togerson sur les lieux. Les deux adjoints du shérif se rendent ensemble au niveau de la maison des Brom. Ils suivent des traces de pas dans la neige jusqu'au garage. Le garage était allumé, ce qui révèle qu'une voiture s'y trouvait. Le sol est mouillé comme si un véhicule avait été sorti. Les deux agents se sont annoncés avant de passer le pas de l'entrée, dans l'espoir qu'une présence se manifeste. Le rez-de-chaussée est contrôlé. La salle de bain est légèrement en désordre, mais rien d'alarmant. Les adjoints du shérif ne sont pas rassurés pour autant. Les agents Togerson et Braley sont sur leur garde. Ils dégainent même leurs armes afin de poursuivre leur expédition à l'étage. L'atmosphère est pesante. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Togerson passe en premier et gravit quelques marches avant de découvrir deux paires de pieds nus allongés sur le sol. Il informe son collègue discrètement. Les représentants de la loi se rapprochent et identifie deux femmes. Elles sont décédées depuis plusieurs heures dans d'atroces circonstances. Les flaques de sang ont eu le temps de sécher autour des victimes. Elles ont reçu plusieurs coups à l'aide d'une arme tranchante au bras, au visage, au cou et à la tête. La maison n'a pas encore été explorée de fond en comble. En passant dans une chambre, c'est le corps du père de famille que l'on retrouve à côté du lit. L'homme est recroquevillé, accroupi sur ses genoux, le bras droit sur le lit et la tête affaissée. Le couloir est traversé et c'est une autre chambre qu'il découvre, celle d'un enfant. Un enfant d'environ 10 ans est couché dans son lit en position fétale. Il a des blessures au niveau de la tête comme les deux femmes. Togerson et Braley décident de sortir de la maison et d'appeler de l'aide. Ils sont tombés sur une scène d'horreur et sont en état de choc. Les membres de la famille Brom ont visiblement été tués tôt cette fameuse journée du 18 février. Ils sont tous en pyjama à l'étage des chambres. Bernard, le père de famille, ainsi que le plus âgé de 11 ans, Richard,
ont été attaqués les premiers à la hache. Paulette et sa fille Diane sont arrivées par la suite pour voir ce qui se passait et elles ont été tuées elles aussi. La maison des Bromes est fouillée plus en détail avec l'arrivée des autres représentants de la loi. La famille compte 6 membres, bien que les agents de police apprennent que le fils aîné ne vit plus sous ce toit. David manque à l'appel, et peut-être que son corps est dans un coin de la maison qui n'a pas encore été exploré. Une hache est en tout cas découverte au sous-sol. La lame pleine de sang fait comprendre assez vite qu'il s'agit de l'arme du crime. Elle est envoyée en institut médico-légal dans le but de relever les traces qui s'y trouvent. Le fils aîné de la famille, Joe, est retrouvé et interrogé par la police. Le choc est immense pour lui. La police l'interroge et lui apprend que toute sa famille a été pratiquement tuée, et donc il est soupçonné en quelque sorte. Les autorités font leur travail et questionnent Joe sur son emploi du temps le jour des meurtres. Le jeune homme de 19 ans a un alibi solide. Il ne peut pas être le responsable de la tuerie. La police demande également à Joe s'il sait où se trouve son frère David, car ce dernier ne faisait pas partie des victimes. Les autorités soupçonnent même que l'adolescent a été enlevé. Les amis de David sont approchés par la police. L'adolescent était bien présent à proximité du lycée le jeudi matin, alors que ses proches étaient morts au domicile familial. La première théorie au sujet du jeune garçon tombe alors à l'eau. Il n'a pas été enlevé. Ils ont remarqué que David s'était rasé les côtés de la tête et coiffé de sorte que ses cheveux soient hérissés à l'arrière de son crâne. Le jeune garçon est allé encore plus loin en se teignant les cheveux en noir. David avait une volonté de modifier son apparence. David a fait des confidences à plusieurs proches. Le mercredi, il avait dit à un ami qu'il tuerait ses parents le soir même. Le lendemain, il a confié à un autre ami qu'il avait tué ses parents. La rumeur s'est répandue dans le lycée parmi les élèves. L'information est remontée aux professeurs qui ont pris contact avec les autorités. Cependant, les amis de David ont du mal à croire que le jeune garçon est à l'origine du meurtre de ses proches. Ce n'est pas David qui a pu faire ça, ce n'était pas son genre d'après eux. La nouvelle de la découverte des corps chez les Bromes, la veille au soir, se répand dans la ville. Il y a un possible meurtrier en fuite. La population de Rochester ne se sent plus véritablement en sécurité. Plusieurs appels sont passés auprès des autorités dans la journée, indiquant que David Brome a été aperçu à divers endroits. Un témoin prend contact avec le bureau du shérif 2 jours après la tuerie familiale. Il indique avoir vu l'adolescent dans une cabine téléphonique à proximité de la poste de la ville. Les agents de patrouille Tim Eroff et Dave Thompson se rendent sur les lieux. Le jeune garçon est entre-temps entré dans le bureau de poste. Les 2 policiers repèrent assez vite l'adolescent, bien qu'il soit de dos. Sa tenue a été auparavant remontée auprès des autorités. Ils sortent leurs armes et invitent les personnes présentes à se mettre en retrait, ce qui éveille les soupçons du suspect. David est intercepté le 19 février, le lendemain de la découverte des corps de la famille. Le jeune homme avait auparavant appelé un ami, certainement dans le but d'obtenir de l'aide de sa part. Il apparaît nerveux et effrayé de la situation. David n'oppose aucune résistance et demeure silencieux le temps que la voiture de patrouille ne le conduise en détention. On relève ses empreintes afin de faire un comparatif avec les traces retrouvées sur la hache ensanglantée ayant servi au meurtre. Il est confirmé qu'elles appartiennent à David. C'était lui, le meurtrier. L'adolescent est détenu dans la prison du comté 24 heures sur 24, ce qui veut certainement dire qu'il n'a pas le droit de sortir de sa cellule. Il est désormais temps de comprendre ce qui a pu motiver le passage à l'acte. L'adolescent est entendu par les autorités sur les événements ayant conduit à la tuerie familiale. David fait le récit de cette terrible soirée, et je vais vous la raconter. La situation aurait pris une tournure macabre suite à une dispute entre David et son père. L'adolescent a 16 ans, c'est un âge où l'on fait des découvertes, où l'on expérimente. Il avait pour habitude d'écouter des chansons qui déplaisent à ses parents, en raison de leur nature subversive à l'égard de la religion. Ce soir-là, David écoutait le groupe expérimental Negative Land. La chanson intitulée « Le christianisme est stupide » a mis le feu aux poudres. Les paroles répètent que le christianisme c'est bête et que le communisme c'est bien. Forcément, pour le couple Brome, des paroles aussi fermes sur la religion sont inacceptables. La dispute entre David et son père est intervenue vers 23h30 et l'adolescent est resté éveillé jusqu'à 3h du matin. Il a débuté son plan en se dirigeant vers la chambre parentale. Il s'en est pris directement à son père avec la hache. Il l'a frappé à plusieurs reprises car Bernard essayait de se lever. Paulette, quant à elle, n'était pas dans la pièce, mais elle était la 2e cible de son fils. David a suivi son chemin dans la chambre de son petit frère pour la tuer. En sortant de la pièce, il est tombé sur Diane,
qui étaient penchés au-dessus du corps de leur mère. Paulette n'était peut-être pas encore décédée à ce moment-là, mais il est certain qu'il les a attaqués tous les deux. Quelques heures après avoir tué sa famille, le jeune garçon s'est rendu au lycée. David s'est au préalable teint et coupé les cheveux, raison pour laquelle la salle de bain de la maison était en désordre. Il a croisé une amie sur le chemin et l'a incité à sécher les cours avec lui. C'est à cette lycéenne qu'il s'est confié sur ce qu'il a fait un peu plus tôt dans la journée. Il lui a détaillé le crime en toute confiance. David est examiné par un psychologue de Minneapolis, suite à une ordonnance du tribunal un mois après la tuerie familiale. L'examen permet de déterminer que l'adolescent de 16 ans souffrait de dépression, qui s'est aggravée au fur et à mesure des années. Cela aurait été causé par le durcissement des règles à la maison, après le départ de Joe. Il a tenté de sauter la vie à 2 reprises l'année précédente, en juin puis en septembre 1987. David s'est senti mal suite au départ de son frère et de l'éloignement de 2 amis proches. Un sentiment d'abandon l'a envahi. Puis les choses à la maison ont changé. Il a eu l'impression d'être persécuté par ses parents. C'est à partir de cette période qu'il a envisagé de tuer ses parents et d'en faire part à ses amis. Mais personne ne le prenait vraiment au sérieux. Et on peut le comprendre. David était toujours apparu aux yeux de son entourage comme un adolescent poli et non un jeune homme à problème. Avec le jeune garçon entre les mains, la situation s'apaise en ville, bien que l'incompréhension est totale. Le 28 février, soit un peu plus d'une semaine après l'arrestation de l'adolescent, le lycée Lourdes organise une rencontre où environ 200 parents se rencontrent. Un psychologue du nom de Dennis Gannon dirige une session de groupe dont le but que les personnes puissent exprimer leurs sentiments. Les habitants de Rochester souhaitent comprendre comment il en est arrivé là. L'enquête menée par le bureau du shérif du comté est bouclée en 3 semaines. C'est le shérif Charles Von Wald qui déclare lui-même le 7 mars dans un article du Post que c'est désormais à la justice de faire son travail. L'accusé est représenté par Maître Terry Walter. Le garçon de 16 ans fait un drôle d'effet à son représentant. Il lui paraît bien plus jeune que son âge et à l'opposé d'un monstre qui a tué 4 personnes. Le procès de David Brom s'ouvre le 5 avril 1989. Les procureurs envisagent de juger l'adolescent en tant qu'adulte, même s'il était âgé de 16 ans lors des faits, en raison de la gravité des meurtres. Si le garçon est jugé en tant que mineur, il pourrait être libéré peu avant son 19e anniversaire. L'audience dure 15 minutes, tant qu'il faut à la justice pour exposer les divers chefs d'inculpation dont le jeune garçon fait l'objet. 4 chefs de meurtre au 1er degré, dont meurtre prémédité ainsi que 8 chefs de meurtre au 2e degré. Malgré les lourdes charges qui pèsent contre lui, David apparaît calme, ne montre pas vraiment ses émotions. Le rôle de David dans les meurtres contraste avec l'attitude qu'il adopte avec les personnes qui l'entourent. Il n'hésite pas à tenir la porte à l'un des gardes de sécurité à son arrivée à l'audience. Il a le comportement d'un enfant bien éduqué, à l'opposé de tout ce qu'il a pu faire. Le 22 avril, le juge Gerald Ring déclare que David Brom sera jugé en tant que mineur dans le cadre de l'affaire. Cette décision provoque la colère dans le pays et les menaces fusent à l'encontre du juge. Ce dernier assure qu'il n'était pas non plus en accord avec ce choix, mais qu'il a été contraint par les lois de l'État, apparemment restrictives. La Cour d'appel de l'État est intervenue et a annulé la décision du juge. D'ailleurs, je vous pose la question ici. Pour vous, il aurait dû être jugé en tant qu'adulte ou enfant? Dites-moi, je suis assez curieux d'avoir votre réponse. Le procès de David Brom est initié en 2 phases. Le premier doit déterminer si David est responsable des meurtres, et la seconde doit déterminer si l'état psychologique de l'accusé peut être considéré comme une circonstance atténuante. La défense de David Brom ne peut malheureusement pas contrer les preuves et témoignages collectés par les autorités pendant l'enquête. L'accusé est la seule personne qui aurait pu provoquer la tuerie familiale. Il en avait parlé avant puis après, confirmant que ses intentions étaient vraies. La première phase du procès s'achève en 1 semaine seulement. Le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au 1er degré après 4 heures de délibéré. La seconde partie du procès s'annonce un peu plus complexe. 3 psychiatres sont désormais présents au cours des audiences. Un du côté de l'accusation, un du côté de la défense et le dernier du côté de la cour qui doit témoigner de l'état mental de l'adolescent. On doit désormais comprendre par le biais de témoignages
si David était en capacité de ses moyens au moment de l'exécution de la tuerie. David est soumis à un examen psychologique lors de son incarcération. Il a rencontré 8 professionnels de santé. 7 d'entre eux ont déclaré que David était en pleine capacité de ses moyens, et 2 d'entre eux ont même témoigné. Un psychologue a cependant assuré que David souffrait d'hallucinations visuelles depuis plusieurs années. Il a 3 alter-ego, dont 3 personnalités définies en lui. Le professionnel pense que les meurtres ont eu lieu lors d'un épisode psychotique. L'homme est le seul à avoir cette réflexion. Ses homologues, l'accusation et le juge ont accordé peu de crédit à ce compte-rendu. Le jury prend un peu plus de temps cette fois-ci pour conclure la responsabilité de l'accusé. Il donne son verdict après 2 jours et demi de concertation. Le 16 octobre 1989, David Broom est condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour les 4 chefs de meurtre au premier degré. Cela représente une peine de 52 ans. 52 années de prison avant de demander une libération. Joe Broom, le seul survivant de la tuerie, avait 19 ans quand sa famille a été décimée par son frère cadet. Il ne vivait plus au domicile familial, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Joe a déménagé à New York, où il a vécu pendant un temps. L'homme exerce en tant que professeur d'économie et de philosophie. Il était dans un collège de l'Ohio pendant 15 ans. Il pratiquait le vélo et appréciait les sorties en plein air. Il est décédé le 5 janvier 2016 d'un cancer à l'âge de 46 ans. David Broom est aujourd'hui détenu dans un centre pénitentiaire de Minneapolis. Il sera admissible à la libération conditionnelle en 2041. Il aura alors précisément 70 ans. Certains protagonistes de l'affaire sont revenus des années après sur les faits. L'adjoint au shérif Kevin Togerson est depuis devenu shérif du comté d'Olmsted. L'avocat de David Broom a également parlé de son ressenti sur cette affaire. S'il ne s'agit pas de son dossier le plus marquant, il en garde des souvenirs indélébiles, en particulier la première impression qu'il s'est faite de son jeune client. L'homme avait avoué qu'après la tenue du procès, s'être ressenti mentalement, émotionnellement et physiquement éprouvé par le traitement de cette affaire. La tuerie de la famille Broom demeure l'un des pires drames connus à ce jour par la ville de Rochester, mais elle a également marqué l'histoire criminelle américaine. La pop culture s'est également emparée de l'affaire. Un an après la tuerie, le groupe Macabre sort une chanson nommée David Broom prend une hache en 1989. Elle se trouve dans leur album Gloom et traite des meurtres. La maison où le quadruple meurtre s'est déroulé est apparemment toujours existante et a même fait l'objet de visites et de reportages. On se retrouve après cette terrible histoire, une famille entière qui perd la vie. C'est l'une des pires tragédies qui puisse exister. La famille Broom était bien intégrée dans son environnement. Elle ne faisait pas de vagues. Les enfants étaient actifs et leur entourage n'avait rien à redire. La seule ombre au tableau était leur fils aîné de la famille, qui avait des idées bien différentes de celles inculquées par ses parents. Il avait une belle relation avec son cadet, David, avec qui il travaillait. Quand David, le deuxième enfant de la famille, a été interpellé concernant la tuerie, les proches sont tombés des nues. David, un adolescent de 16 ans, qui tue ses parents, ses frères et sœurs plus jeunes, c'est de l'ordre de l'incompréhension. Le jeune garçon était toujours prêt à aider, se montrant agréable en toutes circonstances. Pourtant, il avait des points de divergence avec ses parents, en particulier son père. Il n'avait pas l'impression de faire les choses correctement. Il était constamment jugé. Une dispute avec son père a été le déclenchement d'un terrible plan, et personne n'a été épargné. Le meurtrier de Paulette, Bernard, Diane et Richard a été jugé en tant qu'adulte compte tenu de la gravité de ses actes. 36 ans après, il est encore incarcéré. Il est probable que David Broom reste jusqu'à la fin de ses jours derrière les barreaux. J'espère que les proches des Broom ont pu guérir de ces pertes, même si on n'oublie jamais vraiment. Ici, je n'imagine pas le choc que ça a dû être pour eux, de savoir que le garçon qu'ils estimaient tant était capable d'une telle monstruosité. J'attends vos avis dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé.